le débat qu'on va avoir aujourd'hui, le PPP. Le PPP, c'est un contrat. Maintenant, un contrat entre une personne publique et une personne privée. Maintenant, donc l'objet est soit la réalisation d'infrastructures qui puissent être support d'un service public. Parce qu'en définitive, comme on l'a dit tout à l'heure, l'objectif de l'État, c'est de fournir des services publics. Et des fois, maintenant, pour fournir un service public, il faut à la base une infrastructure. Donc, l'objet du PPP, c'est d'aller et de créer les conditions permettant à un privé de participer financièrement, mais également en mettant à contribution son expertise pour réaliser une infrastructure qui puisse être un support d'un service public. Et dans d'autres hypothèses, ce n'est pas une infrastructure qui est réalisée, mais c'est une infrastructure qui existe déjà et le privé vient mettre en œuvre son expertise pour en assurer une exploitation permettant de fournir, encore une fois, un service public. Donc c'est un contrat, mais particulièrement complexe. Parce que dans le débat, on reviendra sur ces différentes caractéristiques. Mais par rapport à l'intérêt, pourquoi les gens ont recours à ces PPP, disons pourquoi les États, les administrations ont de plus en plus recours à ces PPP, mais évidemment, c'est parce que finalement, on a compris que le budget n'est pas toujours élastique pour permettre la réalisation des projets publics. Alors que le marché, le privé, dispose de ressources financières des fois extraordinaires qu'il faut savoir capter pour les mettre maintenant à la contribution pour la réalisation de projets publics. Donc c'est pour l'État, c'est une occasion pour l'État de capter des ressources publiques, mais également de se mettre à disposition l'expertise du privé pour la réalisation de projets publics permettant de fournir des services publics. Avant d'avancer rapidement, puisque nous en sommes encore à la définition du PPP pour que les gens puissent bien comprendre ce que c'est, alors est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte d'arrangement, n'est-ce pas, entre l'État et les privés sur le plan judiciaire et financier qui est bien différent maintenant du marché public. Mais ça aussi c'est important et il faut le préciser parce que vous savez, quand on parle de PPP, on est de plein pied dans ce qu'on appelle la commande publique. Et la commande publique, c'est les marchés publics et les PPP. Et des fois, la confusion peut être faite entre ces deux concepts, alors que c'est des contrats qui sont totalement différents. Alors, le PPP n'est pas le marché public. Le PPP, c'est vrai, c'est un contrat, c'est un arrangement juridico-financier, donc un accord entre une partie publique et une partie privée, portant sur des considérations à la fois juridiques et financières, avec un objet, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure, l'objet pour la réalisation d'infrastructures ou la gestion d'infrastructures. Maintenant, le marché, par contre, c'est également un contrat entre une personne publique et une personne privée, mais pour la réalisation de travaux, l'acquisition de fournitures ou la réalisation de services, c'est vrai, mais le PPP est beaucoup plus complet. Parce que dans le PPP, il y a un transfert de risque de la partie publique vers la partie privée. Donc le privé accepte de porter un certain nombre de risques qui naturellement relèvent de la responsabilité de l'administration. N'est-ce pas? Le privé également accepte de mobiliser le financement là où le marché public, le marché ne peut pas être lancé si l'État n'a pas la disponibilité des crédits. Quand on est dans le cadre d'un marché public, il faut avoir les crédits avant de recruter le privé. Alors que quand on est dans le cadre d'un PPP, on peut ne pas avoir les crédits. Étant entendu que c'est le privé lui-même, une fois le contrat signé, qui va aller chercher des prêteurs qui l'accompagnent pour mobiliser le financement permettant la réalisation du projet. Vous voyez un peu les conditions de formation, les conditions de réalisation, l'organisation de la relation contractuelle, dépendamment du marché ou des PPP, c'est pas la même configuration, c'est pas paramétré de la même manière. Donc, finalement, pour sortir donc de cette définition, c'est montrer l'intérêt des États et surtout leur capacité à capter, tout simplement à capter les ressources du privé. C'est cela. Capter les ressources du privé, oui. Fondamentalement, j'allais dire, mais aussi capter l'expertise du privé. Et ça, c'est un élément. L'expertise. Et d'ailleurs, dans la doctrine des PPP, il est considéré que si on va en PPP juste parce qu'on n'a pas les ressources financières pour la réalisation du projet, c'est considéré, analysé dans la doctrine comme un biais. Un PPP, c'est parce que quelque part, on va chercher des ressources, mais un PPP, ça permet également de mettre à contribution l'expertise du privé pour la réalisation du projet. Et c'est là l'autre élément qui permet de différencier le PPP du marché public. Dans le cadre des PPP, quand on prépare le projet et qu'on cherche à recruter l'opérateur, on part de ce qu'on appelle les spécifications fonctionnelles. Et l'exemple que je donne souvent dans mes cours, quand vous faites un bassin aqua de pisciculture en PPP, vous dites au marché, quel est celui qui est capable de me faire un bassin capable de produire tant de poissons par mois. Alors que si c'était un marché public, vous serez obligé de dire, je veux un bassin de tant mètres de profondeur, de tant mètres de largeur. Donc avec le marché public, les spécifications sont beaucoup plus contraignantes, elles sont fermées et détaillées, ce qui laisse peu de marge de manœuvre pour le privé. Alors que dans le cadre du PPP, on libère le privé qui va faire preuve d'ingéniosité
pour imaginer des fois une solution qui dépasse même les attentes de l'administration. Donc c'est là où tu as la possibilité avec des spécifications fonctionnelles. Les Anglais parlent d'output specification. Vous m'excuserez, pendant l'émission on parlera, on utilisera beaucoup de mots d'anglais. C'est parce que c'est la matière qui est d'origine anglaise. Donc dans le cadre PPP, on parle d'output specification, c'est-à-dire des spécifications ouvertes, où le privé garde une liberté. Et l'autre exemple qu'on peut donner, s'il fallait mettre ici un PPP pour mettre un dispositif de surveillance par caméra, on demandera au privé de trouver quel est le nombre de caméras qui permet de couvrir ici l'espace. Donc en marché, on est fermé, alors qu'en privé, on laisse la flexibilité. On touche presque à la notion de propriété intellectuelle, là. Une question essentielle dans le cadre des PPP et surtout dans ce qu'on appelle, on y reviendra certainement, dans ce qu'on appelle les offres d'initiative privée. On en parlera. Voilà, très bien. Parce que dans le cadre des offres d'initiative privée, on reviendra sur le concept. Là, le privé vient proposer une solution qui va comporter certainement une dimension de propriété intellectuelle. Et à partir de ce moment, l'administration devra, et ses paramètres dans le cadre des PPP, il y a des moyens qui permettent de préserver un peu les droits de propriété intellectuelle. Mais c'est une question qui est au cœur des PPP. Mais, alors quelque chose, je pense que dans ce cas-là, l'administration qui engage un contrat PPP doit savoir que les privés, ce n'est pas des philanthropes. Ils veulent des profits, ils veulent gagner de l'argent. Exactement. C'est pourquoi, d'ailleurs, M. Kane, dans le cadre de la préparation du projet, la question de la rentabilité du projet est une question qui permet d'avancer ou pas dans le cadre d'un PPP. Si un projet, la rentabilité n'est pas établie, on ne peut pas continuer sur le projet. Maintenant, permettez-moi de préciser que la rentabilité de la perspective de la personne publique n'est pas la rentabilité de la perspective de la personne privée. La personne privée, sa rentabilité, comme vous l'avez dit, elle n'est pas philanthrope. Sa rentabilité, elle est financière. Il faut que ce que le projet dégage en termes de recettes dépasse de très loin ce qui est englouti en termes de coûts. Alors que pour l'administration, la rentabilité, elle n'est pas que financière. Parce que la rentabilité pour l'administration, c'est les avantages socio-économiques que le projet peut dégager et qui sont comparés, ces avantages-là, qui sont comparés avec le coût. Voilà, donc l'administration, la rentabilité de l'administration, qui est une rentabilité socio-économique, elle est plus globale que la rentabilité financière du privé, qui est strictement, qui a une connotation purement financière en termes de comparaison entre le coût et les recettes que le projet dégage. Mais dites-moi, Dr Moustapha Djité, souvent, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure quand on venait avec les caméramans, Papi et Amdi, on disait que souvent ces projets sont longs, durent de très longues années. C'est une particularité des PPP? Les PPP, sur le principe, c'est des contrats de longue durée. Ah oui? De longue durée. Mais je dois vous dire que le Sénégal a fait un choix sur la question de la durée. Au Sénégal, le choix a été fait de ne fixer ni le plafond, ni le plancher en termes de durée. C'est-à-dire un contrat PPP au Sénégal, la durée peut aller dans tous les sens. Ah oui? Alors ici, le choix a été fait. Ouais, c'est une bonne chose, ça? En tout cas, ça crée plus de flexibilité. Parce que maintenant, finalement, nous, on a fait le choix de faire confiance à l'administration en se disant que on laisse à l'administration la possibilité, chaque fois qu'il est question de monter un projet, de regarder en fonction des spécificités du projet, quelle est la durée qui garantit une meilleure réalisation du projet. Quelle est la durée optimale en fonction des spécificités du projet, au lieu de les mettre dans un carcan fermé. Dans d'autres pays maintenant, le Chili par exemple, par exemple, si vous prenez un pays comme le Chili, ils vous diront oui, un PPP ne peut pas aller au-delà de 50 ans. Si vous allez au Brésil, on vous dira oui, un PPP ne peut pas aller en deçà de 5 ans. Donc ils ont essayé d'encadrer un peu. Ah oui? Bon, maintenant, finalement, nous, c'est une liberté. Mais une liberté contrôlée parce qu'on y reviendra après. Il y a, dans la gouvernance des PPP, on a mis en place un organe qui regarde. Chaque fois qu'une durée qui n'est pas optimale est paramétrée par une administration, il y a un organe qui est là pour rappeler un peu l'ordre pour dire nous considérons que cette durée-là que vous avez pressentie pour ce projet ne nous paraît pas la plus optimale. Alors, ce temps des PPP, est-ce qu'il y a une relation avec la sécurisation quand même des intérêts des États publics? Oui, cette question rentre également dans le même cadre que celle que vous venez de poser tout à l'heure, parce que tout est dans la préparation du projet. Un PPP doit faire l'objet d'une préparation sérieuse pour permettre à l'administration d'en avoir une bonne maîtrise en termes de durée, en termes de recettes attendues. Il y a une projection toute la durée du projet pour voir quelles sont les recettes qui sont susceptibles d'être générées par le projet, d'en mesurer l'ampleur et l'étendue, de mesurer les coûts et d'apprécier également sur les 30 ans, si le projet doit durer 30 ans, quels sont tous les risques qui peuvent survenir pendant la durée du projet et qui seraient de nature à compromettre son économie.
et en même temps, dans la foulée, de développer ce qu'on appelle des stratégies de mitigation. Donc finalement, le projet est maîtrisé dans tous les sens. On connaît les recettes de la première année jusqu'à la dernière. On connaît les coûts auxquels on serait exposé dans le cadre du développement du projet, de la première année à la dernière. On a maîtrisé tous les risques qui peuvent intervenir pendant la durée du projet. C'est vrai qu'une maîtrise ne sera jamais parfaite. Oui, évidemment, les risques, c'est ce qu'on connaît le moins dans ce cas-là, parce qu'ils peuvent être d'ordre environnemental, changement de régime. Les risques... C'est pourquoi, dans le cadre de la préparation du projet, il y a ce qu'on appelle l'analyse des risques. Et mieux encore, on va aller vers ce qu'on appelle le répertoire des risques. Pour tous les risques, en fonction des différentes composantes des missions qui sont confiées à l'opérateur. Par exemple, on peut dire à l'opérateur, tu fais la conception, tu fais la construction, tu fais l'exploitation, tu fais la maintenance, tu fais l'entretien. Au regard, par rapport à la construction, quels sont les risques qui y sont attachés? Par rapport à l'entretien, par rapport à l'exploitation, on regarde tous les risques. Risques de construction, risques de conception, risques technologiques, risques archéologiques. On fait un répertoire en fonction de la nature du projet. On identifie tous les risques. Et ça, c'est la première étape. Et à partir de ce moment maintenant, une fois les risques identifiés, il faut les analyser. Quelle est leur occurrence? Quelle est la probabilité pour que ces risques-là puissent se produire? Et si les risques se produisent, quel est leur impact? On mesure l'impact. Et je vais vous surprendre en vous disant que si vous me donnez risque, moi je suis capable de vous dire l'impact financier du risque. Si le risque se réalise, jusqu'à quelle proportion financière ça va impacter l'économie du projet. Et tout ça, c'est mesuré. Et en fonction de maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois les risques identifiés, analysés, l'impact mesuré, après on définit des stratégies de mitigation pour dire comment faire pour que les risques ne puissent pas survenir. Et si maintenant on ne peut pas empêcher la survenance du risque, qu'est-ce qu'il faut faire pour en réduire l'impact si jamais le risque doit se réaliser? Et donc finalement, vous comprendrez avec moi que finalement les risques qui sont attachés à un projet, on peut bien les maîtriser. Et si on les maîtrise, c'est à partir de ce moment maintenant qu'on pourra garantir la réalisation du projet et partant préserver l'intérêt de l'État. Alors il y a des risques qui peuvent advenir et sans que l'on puisse vraiment les prévoir. Et par exemple l'intérêt des populations. Vous m'avez dit, quand on présentait cette émission, par exemple, ces populations, il arrive qu'ils n'adhèrent pas à ces projets pour des raisons sociales, culturelles, comme ça s'est passé dans un pays comme le Cameroun. Je dois préciser, comprenons-nous, le PPP est une solution, mais une solution qui permet de prendre en charge un besoin exprimé par des populations. C'est là la dimension sociale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous préparez un projet, vous êtes obligé de tenir compte des attentes. Vous êtes obligé de tenir compte de l'accessibilité sociale du projet. Et un promoteur en a fait les frais au Cameroun. C'était un projet d'électrification rurale qui devait traverser un village qui organise souvent des manifestations culturelles la nuit. Comme on devait leur apporter la lumière, mais les populations se sont levées pour dire aux promoteurs, mais nous ne voulons pas de la lumière. Certainement stupéfait, le promoteur dit, mais pourquoi? Alors les populations expliquent, nous organisons régulièrement des manifestations culturelles à l'occasion desquelles nous voulons rester dans la pénombre. Et le promoteur, intelligent qu'il est, il dit, mais ça c'est pas un problème. Je vais mettre la lumière partout, mais arrivé à votre village, je vais mettre un interrupteur. Et chaque fois qu'il sera question de tenir vos manifestations culturelles, appuyez sur l'interrupteur et quand vous aurez fini, remettez à la lumière. Et donc voilà, c'est pas le seul cas, on peut multiplier les exemples. On va finir par le Sénégal. En Afrique du Sud, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un BRT comme celui qu'on a ici, qui a été préparé, mais sans impliquer de la manière la plus adéquate les taximans. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé les gens dérouler leur projet, finaliser, mettre en service la ligne, et les taximans se sont mis au travers du trajet et ils se sont permis de tirer à balles réelles sur les bus. Ce n'était pas pour tuer, mais c'était pour effrayer et récupérer leurs clients. Tu vois un peu, donc finalement, mais au Sénégal, ici, on a eu l'intelligence, quand on préparait le projet BRT, de tenir compte de toutes ces considérations-là, d'intégrer dans le schéma les chauffeurs de car, les chauffeurs de taxi, pour que tout le monde puisse se retrouver dans ce qui était en train d'être développé. Donc ça, c'est important. Du BRT, du projet du BRT du Sénégal. Ça c'est... J'ai eu le dernier exemple, c'est le pont de Marsassoum. Le Marsassoum, le pont a été préparé, prévu pour être géré en PPP. Mais quand on a lancé l'exploitation pour dire aux populations, désormais, si vous devez traverser, vous payez 1000 francs, les gens ont dit, mais vous nous racontez des histoires. Nous, on a toujours traversé le fleuve, mais sans rien payer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va accepter de payer 1000 francs. Logique. La question de l'accessibilité financière, l'accessibilité sociale du projet, ça, c'est des questions fondamentales. C'est ça. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, dans le cadre de la préparation du projet, dès qu'on a considéré que le projet fait sens,
on met en place ce qu'on appelle une stratégie. C'est là où vous-même, vous les journalistes, vous avez un rôle à jouer dans ça. On met en place ce qu'on appelle la stratégie de communication. Oui. Rencontrer les populations, expliquer le modèle du projet, expliquer dans quelle mesure le projet va améliorer leurs conditions de vie et de travail. Oui. Et maintenant, prendre en compte leurs attentes et leurs préoccupations et les intégrer dans la solution que nous mettons en œuvre. C'est cela. Ça, c'est une dimension essentielle dans le cadre de la préparation des projets. Alors, au Sénégal, il y a quand même eu des projets qui ont fait objet de polémiques, n'est-ce pas, et de controverses, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est des réalisations structurantes, à première vue. Prenons l'exemple du TER. Alors, on a parlé de son coût exorbitant en comparant avec d'autres réalisations du même type dans d'autres pays africains. Et puis aussi, voilà, d'abord cela. Est-ce que c'est justifié? Le TER, moi, chaque fois que je pose la question à l'occasion de mes cours, oui, parce qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire des Sénégalais, oui, le TER est un PPP. Alors qu'en réalité, le TER n'est pas un PPP. Ah oui? Le TER, c'est un marché public. Le TER, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est l'État qui s'est endetté, oui, qui a fait un marché pour réaliser la voie ferrée. Marché. Oui. Qui s'est endetté pour acquérir des locomotives, des trains. Oui. Et maintenant, on a confié à un opérateur l'exploitation. L'opérateur, aujourd'hui, il fait rouler les trains. Oui. Et tout ce qui est collecté en termes de recettes, il les loge dans un compte séquestre, oui, qui est ouvert au nom et pour le compte de l'État. Donc tout est reversé dans un compte séquestre, oui, mais qui est à la disposition de l'État. Et maintenant, en fonction de ce qui est convenu dans le contrat, s'il doit être payé à part fin du mois ou par 3 mois, il est régulièrement payé. Oui. Donc dans le TER, rien n'est PPP. C'est pourquoi j'ai jamais compris le débat qu'on a dit que c'est de la propriété. J'ai jamais compris cette polémique. Il appartient bien au Sénégal alors? Il appartient au Sénégal. Oui. Il appartient au Sénégal. Le TER appartient bien au Sénégal. Oui. C'est le Sénégal qui a fait des marchés pour faire réaliser la voie ferrée. Oui. C'est le Sénégal qui a fait des marchés pour acquérir des trains. Je ne vois pas comment ces infrastructures-là et ces équipements-là ne pourraient pas appartenir au Sénégal. Et la question sur la question de la propriété dans le cadre des PPP, c'est vrai, c'est une question controversée. Parce que vous savez, vous dites à un opérateur, mobiliser un financement, faites la conception et réaliser un hôpital que vous allez gérer pendant 25 ans. Donc c'est clair que l'hôpital a été réalisé sur la base d'un financement mobilisé par le partenaire. Oui. Maintenant, il reste pour gérer pendant 20 ans, disons 20 ans, 15 ans. Ça dépend de ce qui a été convenu dans le contrat. Pendant cette période-là, on peut vraiment se poser la question de savoir, mais finalement, qui en est propriétaire. C'est là où moi j'ai fait toujours la différence entre la propriété économique qui n'a rien à voir avec la propriété juridique. À travers le contrat qui est signé entre l'État et le partenaire, on a concédé au partenaire ce qu'on appelle les droits d'exploitation, qui ont un caractère économique et qui établissent ce qu'on appelle une sorte de propriété économique sur l'infrastructure. Donc pendant le contrat, l'opérateur dispose du droit d'exploiter l'infrastructure et de recevoir et d'encaisser des recettes. Donc ce qui pourrait, autant d'éléments qui pourraient constituer ce qu'on appelle la propriété économique. Oui. Mais dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé, à la fin du contrat, l'actif qui a été réalisé, quand bien même le financement a été mobilisé par le privé, l'actif est reversé dans le patrimoine de l'État. Oui. Mais donc finalement, l'État est propriétaire. Une question me vient à l'esprit là, pendant que vous me parliez, parce que finalement, dans l'exemple du TER, l'État s'est endetté, l'a fait. Et est-ce que ça, c'était plus avantageux que de faire ça en PPP? Puisque vous dites que ce n'est pas un PPP. La question n'est pas facile. Parce que pour répondre à cette question, il faut passer par un certain nombre d'étapes en termes d'analyse. Oui. Parce que nous, par exemple, quand on a un projet, ce n'est pas au départ, ce n'est pas sur un coup de tête qu'on prend la décision de faire un marché ou de la décision de faire un PPP. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un certain nombre d'analyses qu'il faut faire pour en arriver à la conclusion selon laquelle le mode de réalisation en PPP garantit une meilleure optimisation des ressources. Ça, c'est à la suite d'une somme d'analyses économiques et financières qui comprendra cette décision-là. Donc aujourd'hui, l'exercice n'ayant pas été fait, je ne peux pas dire qu'il fallait faire un PPP ou il ne fallait pas faire un PPP. Parce qu'il y a un certain nombre d'analyses qu'il fallait faire pour être rigoureux dans la réflexion. Alors, Dr Moustapha Djité, parlons de l'autoroute à péage. Alors là, on trouve que c'est cher et ironie d'ailleurs. C'était vraiment la vitesse et la sécurité. Parfois, il y a des embouteillages, n'est-ce pas, qui freinent la circulation sur cette route-là. Alors, c'est les précautions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, il y a des précautions d'usage qui n'ont pas été observées. Avec l'autoroute, il faut dire à tel point que les gens disent qu'il y a des erreurs, il y a des... Oui, en tout cas, en ce qui concerne les embouteillages et autres, il faut comprendre que quand on concevait l'autoroute, à l'époque, il n'était pas question de créer la ville de Diamniadio.
il n'était pas question de construire à côté de l'autoroute un stade Abdoulaye Wade. C'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on a réalisé l'autoroute et ça a ouvert des opportunités. On a créé une nouvelle ville, on a créé des infrastructures qui sont massivement fréquentées. Oui. Ce qui fait que finalement, ce qui a été conçu comme pouvant répondre aux besoins qu'on a, le besoin s'est complexifié. Il y a d'autres réalisations qui font que aujourd'hui la fréquentation de l'autoroute dépasse toutes les prévisions. Oui. Donc c'est à peu près ce qui justifie aujourd'hui la situation des embouteillages que nous vivons dans les. Donc ce qui a été prédimensionné, c'est comme si vous faites votre maison pour avoir 2 enfants et vous vous retrouvez avec 10 enfants. Oui. Donc ce qui a été conçu au départ, parce qu'on n'était pas dans une perspective de créer la ville de Diamniadio, on n'était pas dans une perspective en 2004, c'était pas ça. La ville de Diamniadio, je vous rappelle, c'est Macky Sall. Oui. Wade, c'était 2004, l'autoroute. C'était pas Diamniadio, c'était pas, etc. Regardez des quartiers comme Almadies 2, c'est des quartiers qui doivent leur existence à cette autoroute-là. Parce que quand on a fait l'autoroute, après maintenant, c'était très facile d'aller là-bas. Les gens se sont déplacés là-bas. Oui. Ensuite, maintenant, l'accès étant très facile, on a créé un stade. Ce qui fait que la fréquentation de l'autoroute est devenue très massive. Et maintenant, donc, ça dépasse les prévisions et ça crée des embouteillages. Là, on parle de l'affluence sur l'autoroute à péage, mais il y a aussi cette polémique sur les prix. Les gens trouvent que c'est cher. Ouais. Alors, quelle est la raison de ça? Mais ça est-ce que comparativement à d'autres pays, cette considération peut tenir? Oui. Moi, je pense qu'il faut éviter de faire l'erreur de rentrer dans des comparaisons sur des bases qui ne sont pas identiques. Faire une autoroute au Sénégal n'est pas faire une autoroute au Maroc. Le contexte économique n'est pas le même. Oui. Les conditions économiques n'est pas le même. C'est-à-dire, vous savez, un PPP, il y a ce qu'on appelle le risque pays aussi. C'est-à-dire, un pays, par rapport à son économie, par rapport à son environnement économique, le prêteur, quand il vient, il prend ça en considération. Ce qui fait que quand il finance un projet par rapport à ça, il tient compte de ça. L'intérêt peut être beaucoup plus cher. Donc le contexte économique est important également dans le cadre de la réalisation d'un projet. Ensuite, la réalité du pays. Parce que l'autoroute, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque, c'était un greenfield. Ce qu'on appelle greenfield dans les PPP. C'est-à-dire c'est un projet qu'on ne connaît pas dans le pays, dans le contexte. Ah oui. Alors quand vous rentrez dans quelque chose que vous ne connaissez pas... C'était inédit. Voilà, il y a beaucoup d'appréhension, on ne sait pas comment ça va se passer. Ce qui fait que tout le monde n'est pas très rassuré, le risque est gros. Les conditions de financement deviennent beaucoup plus chères. Et tout ça, c'est des paramètres qu'il faut verser dans l'analyse. Mais en tout cas, à mon avis, est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher? Aujourd'hui, l'essentiel, c'est quoi? C'est que c'est une autoroute qui est là, qui permet de régler beaucoup de problèmes. Maintenant, c'était notre première expérience. Aujourd'hui, on en est à notre 3e ou 4e autoroute. Il y a l'autoroute Dakar-Saint-Louis qui est en passe d'être finalisée. Il y a l'autoroute de Ila Touba qui est fonctionnelle depuis très longtemps. Il y a l'autoroute Dakar-Mbour-Fatick, qui est également en cours d'achèvement. Donc avec ces nouvelles expériences-là, le Sénégal a une meilleure maîtrise du processus de montage des autoroutes, ce qui fait qu'à mon avis, la situation peut être différente. Mais avec la première, c'était la première expérience. C'est ça que vous voulez dire? Non, je veux dire simplement que la première, pas forcément qu'il y a des imperfections, que la première, ça n'a pas été très facile. C'était un greenfield dans le langage de PP, ce qu'on appelle un greenfield, un projet qu'on fait pour la première fois. La maîtrise peut ne pas être là, les conditions ne sont pas tout le temps réunies. Ensuite, les acteurs également sont relativement frileux. La maîtrise par rapport aux prévisions peuvent ne pas être parfaite. Ce qui fait qu'il peut y avoir, disons, des choses peut-être qu'on peut revoir et corriger. Est-ce qu'on peut penser, certains le disent, l'écrivent même, que finalement, en ce qui concerne l'autoroute à péage, ce sont les usagers qui payent? Mais c'est ça, PPP, c'est ça en fait. Parce que je pense que dans la définition, on pourrait peut-être revenir sur ça. Parce qu'un PPP, il y a au Sénégal, le choix a été fait de retenir 2 grandes familles de PPP. Les PPP à paiement public. Où le privé vient réaliser le projet et s'attendre à des paiements versés par la partie publique sous forme de loyer ou d'annuité. Le loyer c'est par mois, annuité par an. Ou bien les PPP à paiement par les usagers, où on fait un arrangement juridico-financier, le privé vient réaliser, après il se fait rémunérer sur la base des recettes perçues par les utilisateurs de l'infrastructure. C'est tout à fait normal. Donc ici on est dans un PPP à paiement par les usagers. D'accord. Voilà. D'accord. Alors j'ai l'impression, vous dites que il y a des difficultés. J'ai envie de lire ce que vous écrivez, professeur, à la page 186, pour confirmer un peu. Oui, vous dites les infrastructures économiques et celles
sont celles qui s'accommodent d'une exploitation commerciale destinée à produire un service d'intérêt général contre une rémunération versée par l'utilisateur de l'actif en action. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, en fait, il y a ce qu'on appelle les infrastructures économiques. Oui. C'est des infrastructures qui peuvent générer elles-mêmes des recettes permettant au privé de rentrer dans ces investissements et de gagner une marge bénéficiaire qui soit raisonnable. C'est ça qu'on appelle les infrastructures économiques. Maintenant, il y a les infrastructures sociales dans le cadre des PPP. C'est comme les universités, les hôpitaux, où là, il est difficile, par exemple, il est difficile de demander à un privé de faire un hôpital et c'est de se faire rémunérer sur les tickets perçus sur les patients. Oui. Parce que si vous le faites, le privé peut être tenté de trouver un moyen pour augmenter les patients. Donc quand c'est des infrastructures sociales, d'habitude c'est l'État qui paye derrière. Et ça, c'est des PPP à paiement public. Donc les PPP à paiement public conduisent la plupart du temps vers la réalisation et le développement d'infrastructures sociales. D'accord. Alors que les PPP à paiement par les usagers favorisent le développement et la prolifération d'infrastructures économiques. Oui. Et vous écrivez dans ce livre que ce que vous appelez l'intérêt général. Je ne sais pas d'ailleurs, vous dites pas service public, vous dites l'intérêt général et la notion centrale des PPP. Oui, ça aussi c'est un choix qui a été fait par le législateur sénégalais. Et ça nous a valu une polémique qu'on comprend, parce que vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle les deux grandes écoles en droit, l'école du service public, l'école de la puissance publique. C'est voilà les deux grandes écoles que tous les juristes connaissent très bien. Donc le service public a joué un rôle historique dans le processus de développement des contrats publics. Donc à la base, c'est cette notion qui a été pendant très longtemps à la base des contrats publics. Nous, le choix a été fait de retenir dans la définition des PPP la notion d'intérêt général. Et l'objectif est clair. L'objectif, c'était de créer les conditions permettant de développer le plus de PPP possible. Oui. Parce que tout intérêt général n'est pas service public. Oui. Voilà. Donc le service public, l'intérêt général, c'est différent. Donc le service public, l'intérêt général est beaucoup plus élastique. Oui. Donc en retenant le concept d'intérêt général à la base des contrats de partenariat public-privé, alors là, c'était pour jeter les bases d'un développement assez important de contrats de partenariat public-privé. Pourtant, vous indiquez que cet intérêt général est finalement source de déséquilibre à cause des prérogatives exorbitantes de l'administration. Exactement, ça renvoie à l'opposition qu'on a évoquée depuis. Oui, ça renvoie à l'opposition qu'on a évoquée depuis le départ, c'est-à-dire la puissance publique. Parce que l'administration, l'intérêt général est le moteur de l'action publique. C'est-à-dire l'administration, ce qui mue l'intérêt, ce qui peut, fonder l'action de l'administration, c'est l'intérêt général. Alors que le privé, c'est l'intérêt privé, c'est le profit. Oui. Donc finalement, dans le contrat, on a l'administration et le privé. L'administration cherchant à prendre en charge un intérêt général. Et sous ce rapport-là, on lui donne, parce que l'intérêt que l'administration cherche à préserver prime sur l'intérêt de son partenaire, l'intérêt privé. Oui. Et par conséquent, puisque les intérêts qui sont défendus ne sont pas d'égale dignité, l'intérêt de l'administration étant supérieur à l'intérêt privé, on lui donne des prérogatives que le privé n'a pas. Exorbitantes. Donc dans le contrat, on donne à l'administration un certain nombre de pouvoirs que le privé n'a. Et parmi ces prérogatives-là, celle qui est la plus remarquable, c'est le pouvoir de résiliation unilatérale. Oui. L'administration peut se lever un matin, invoquer un motif d'intérêt général pour résilier d'office le contrat, ce que le privé ne peut pas faire. D'accord. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la jurisprudence, il y a un début de revirement, mais qui n'est pas encore très confirmé. Oui. Parce qu'en France, il y a une décision qui est rendue par le juge Grec Location en 2014, où le juge a accepté dans le cadre d'une concession que le privé puisse procéder à la résiliation du contrat, mais le juge s'est empressé à poser des conditions pour encadrer, parce que ça c'est une brèche qui est particulièrement dangereuse si on laisse à un privé la possibilité de résilier un contrat administratif. Mais là, le juge a dit oui, il peut, mais à la condition que le contrat n'ait pas pour objet le service public. Oui. Pourquoi n'est pas pour objet le service public? Parce que dans la doctrine administrative, on a considéré que le service public ne peut pas fonctionner à éclipse. Et ça, c'est Gazier qui le disait. D'accord. Le service public ne peut pas fonctionner à éclipse. Le service public, c'est un fonctionnement continu. Donc, si le service public doit fonctionner à continu, on ne doit pas permettre à un privé engagé dans un contrat qui porte sur un service public la possibilité d'y mettre un terme de façon unilatérale. Ce serait une jurisprudence dangereuse.
dangereuse et sur laquelle moi je connais de grands publicistes aujourd'hui qui ne sont pas très confortables avec cette décision parce qu'ils continuent à dire que le privé ne peut pas en aucun cas procéder à la résiliation du contrat, mais ce qui est clair c'est que le juge l'a admis dans une décision qui a été rendue. Alors sur le sujet vous écrivez à la page 175, en raison de ces multiples évolutions alimentées par des considérations sociopolitiques, l'intérêt général devient une notion difficile à cerner, assez contingente et fluide. Elle peut connaître des excroissances particulières en fonction du domaine considéré. Au gré des régimes politiques, c'est des convictions et des convictions subséquentes, sa contexture et sa consistance sont construites et déconstruites, rendant toute tentative de définition. Oui. Ouais. C'est-à-dire, en fait, la notion d'intelligence, c'est une notion qui est, comme je l'ai dit, fluide et contingente. C'est-à-dire, si vous mettez ça entre vos mains, ça passe entre les doigts. Oui. Elle est difficile à cerner. C'est-à-dire, l'intérêt général, ce qui est intérêt général aujourd'hui, ce qui ne l'est pas aujourd'hui peut l'être demain. C'est cela. C'est au gré des circonstances et des contingences. Qu'est-ce qui est intérêt général? Donc ça évolue. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, en retenant la notion d'intérêt général, tu vois on crée les conditions d'un développement fulgurant des PPP parce que ça peut intervenir, on peut faire des PPP presque partout. Oui. Donc c'est ça en fait l'objectif. L'intérêt général c'est fluide, ça évolue. Voilà, voilà ce que j'ai voulu dans ce passage. Je me rappelle que quand on s'est vu pour préparer cette émission, vous m'avez parlé des projets inutiles peut-être, en tout cas qui engloutissent des ressources pour rien finalement. Le tunnel de l'université en est un exemple. Non, le tunnel de l'université, vous savez, parce qu'un projet, comme j'ai dit tout à l'heure, est une solution qui permet de prendre en charge un besoin. Oui. Ça veut dire quoi? Si que le projet est réalisé, dès que le projet est réalisé, le besoin doit disparaître. Oui. Alors, on aurait donc englouti inutilement des ressources publiques. Oui, ça permettait de quitter le... Oui, je reviens sur l'exemple, j'explique d'abord. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous réalisez un projet pour après constater que le besoin pour lequel le projet a été conçu n'a pas disparu, ça veut dire que vous avez englouti des ressources publiques dans un projet qui n'a pas été une solution par rapport à un besoin. Alors, ce qui s'est passé avec l'Université de Dakar, c'est quoi? C'est qu'on a constaté que l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar est massivement fréquentée. Oui. Et que l'avenue est devant la porte de l'université. Les étudiants, pendant leur cours, sortent en grand nombre, ce qui pose un certain nombre de risques en termes d'accidents, etc. Et vous voyez un peu, un étudiant au Sénégal, sa vie coûte cher. Donc il fallait trouver un moyen pour permettre aux étudiants de traverser, mais sans risque, la route. Alors l'idée a été émise de mettre en place un tunnel, de construire un tunnel qui permet aux étudiants de passer par le tunnel pour passer de l'autre côté de la route. Mais aujourd'hui, le constat, c'est que le tunnel n'est pas utilisé. Alors finalement, que vous suivez le raisonnement de tout à l'heure, c'est-à-dire on a englouti des ressources publiques dans un projet qui n'a pas permis de régler le problème. Oui. Alors maintenant, pourquoi on en est arrivé là? C'est là la question. C'est-à-dire quand on fait un projet PPP, s'il y a une seule étape qu'il ne faut pas manquer, c'est la phase d'identification du projet. Pourquoi? Vous dites par exemple, et c'est là, d'ailleurs moi je me dis tout le temps, depuis quand on parle de mobilité urbaine à Dakar, qu'est-ce qu'on a pu dépenser en termes de ressources publiques pour régler la question de la mobilité à Dakar? Et la question reste entière. Est-ce que c'est pas parce que les projets qu'on a pu mettre en place n'étaient pas les meilleurs? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça dit quand vous avez un problème, vous dites par exemple, on a un problème d'accès à l'université par rapport à nos bacheliers qui arrivent en grand nombre sur le marché. Il nous faut régler cette question-là. Vous dites quelle est la solution? La solution, est-ce que c'est de construire des universités dans chaque région? Est-ce que la solution, c'est de mettre une grande université avec la possibilité de demander à tous les étudiants où est-ce qu'ils peuvent se trouver au Sénégal, de rester là-bas et d'avoir un système d'enseignement à distance? C'est-à-dire par rapport à un problème et à un besoin, tu peux avoir plusieurs solutions alternatives. Alors l'identification du projet, c'est l'exercice qu'il faut faire pour voir parmi toutes les solutions alternatives possibles, quelle est la meilleure qui serait de nature à garantir la réalisation du besoin. Et si on se trompe sur cet exercice-là, c'est là où c'est dangereux parce qu'on va concentrer tous nos efforts et toutes nos ressources sur un projet qui n'est pas le bon. C'est cela. Donc c'est là où l'identification, pour moi, c'est comme quand vous construisez votre maison, c'est la fondation de l'immeuble. Si elle est ratée, tout ce que vous allez superposer dessus se risquera un jour de s'écrouler et le problème n'est pas réglé. Donc l'identification, s'il y a une étape, parce que la préparation, le cycle de préparation d'un projet, c'est plusieurs étapes. C'est l'identification, la préparation, la passation, l'exécution. Et l'étape la plus essentielle,
reste l'identification du projet. C'est là où on doit faire tout l'effort. Et là, il y a un exercice qu'il faut faire. Il y a ce qu'on appelle les techniques d'analyse économique et financière, la CBA, l'analyse multicritère, etc., qu'il faut faire pour voir, parmi toutes les solutions alternatives qui s'offrent en nous, quelle est celle qu'il faut retenir pour, disons, procéder à sa réalisation. Vous indiquez que le Sénégal est ouvert ouvert à toutes les offres, mais vous précisez, en ce qui concerne les offres d'initiative privée, il faut faire attention aux porteurs de projets. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le FMI. Ah, c'est le FMI. C'est le FMI qui dit au Sénégal, attention, et ça c'était par rapport aux offres spontanées à l'époque. Oui. Faites attention avec les offres spontanées. Le privé est fort dans l'art de vous attraire sur des projets qui ne cadrent pas avec vos priorités. C'est des procédures qui sont intéressantes, essentielles, mais qui peuvent être également pernicieuses. C'est pas pour rien qu'en France, en 2016, on a supprimé l'offre d'initiative privée. En France, depuis 2016. Ouais. Alors au Sénégal, moi, je fais partie de ceux qui croient qu'il faut garder l'offre d'initiative privée. Mais il faut en même temps encadrer pour éviter des dérives. Et c'est ce qu'on a fait dans notre loi. On a accepté la possibilité pour le privé de proposer des offres d'initiative privée, mais on a dit, on ne va pas accepter des offres fantaisistes. Pour que l'offre soit acceptable, il faut qu'il y ait un minimum de rationalité dans ce qui a été proposé par le privé. Et mieux encore, on dit, mais quand bien même votre offre fait sens, il faut accepter de payer ce qu'on appelle les frais de traitement. C'est pour jauger un peu l'engagement que vous avez autour de votre projet. Oui. Si vous présentez un projet, on va vous dire, est-ce que tu acceptes de payer? Et ça peut aller jusqu'à 5 millions. Hein? Oui. Si vous n'êtes pas sûr de votre projet, vous n'allez pas payer. Donc il y a des frais de traitement pour qu'on regarde votre offre. Ensuite, il y a des conditions de recevabilité. Ce n'est pas le moment peut-être d'en parler, mais c'est pour dire simplement que le Sénégal, on a encadré. Parce que ça, moi, je considère que je suis fondamentalement convaincu que le Sénégal ne peut pas se couper d'une offre portée par un privé lui permettant de voir un hôpital réalisé à Tamba, alors que lui, en tant qu'État, il n'a pas, dans ses perspectives, le projet de réaliser un hôpital à Tamba. Oui. Le Sénégal ne peut pas se couper de ça. Oui, pas réaliste. La France, je suis d'accord, la France aujourd'hui a atteint un niveau de développement assez appréciable. La France peut se payer le luxe de peut-être se couper de ça. Mais quand on a un pays comme le nôtre, où on manque de tout, pas assez d'universités, pas assez d'hôpitaux, s'il y a un privé qui vient nous dire, je peux vous faire un hôpital à Tamba, quand bien même on ne l'avait pas dans nos tablettes et dans nos perspectives, si le projet fait sens, et si le risque peut être encadré, si l'intérêt de l'État peut être préservé, pour moi, c'est une très belle opportunité. Pas faire la file. Alors c'est le Sénégal a accepté d'aller dans ce sens, mais avec un encadrement assez rigoureux. Oui. Alors, vous dites aussi, vous écrivez à la page 279, je lirai de toute façon, mais d'abord vous entendre que l'appel d'offres, vous indiquez apparemment pour vous c'est la voie royale vraiment pour sélectionner l'opérateur du projet. Mais vous me permettez de lever un biais également psychologique, parce qu'aujourd'hui dans l'imaginaire de beaucoup de promoteurs de projets, chaque fois qu'on est dans le cadre d'une offre d'initiative privée, si le projet est accepté, l'État doit signer directement avec le promoteur. Oui. C'est là où nous, dans la loi, on a dit attention, même si vous êtes dans le cadre d'une offre d'initiative privée, l'appel d'offres reste la procédure de sélection de principe. Oui. Et là, vous allez me dire, oui, donc finalement, quel est ce privé-là qui acceptera de développer un projet, de venir en faire la proposition à l'administration, tout en sachant que après il sera reversé dans une procédure de mise en concurrence. Quel est le privé qui va le faire? Le privé aura préféré attendre que l'État lance une mise en concurrence pour venir participer et de faire un travail préalable qui peut rester vain. C'est ce qu'on a compris pour mettre dans la loi ce qu'on appelle des mécanismes compensatoires. Maintenant, lorsque le privé a fait l'effort de s'enformer dans ses laboratoires pour préparer un projet et après maintenant reverser dans une procédure de mise en concurrence, s'il n'en sort pas vainqueur, on lui rembourse tous les frais qu'il a supportés dans le cadre de la préparation de son offre. C'est un mécanisme compensatoire. Et ce n'est pas le seul, il y a un autre mécanisme compensatoire aussi qu'on appelle le bonus. On peut lui dire, oui, parce que toi tu as eu le mérite de travailler alors que les autres étaient en train de dormir. Quand vous serez en procédure de mise en concurrence, on va te donner une petite longueur d'avance. C'est ce qu'on appelle le bonus. D'accord. Ça, c'est des mécanismes qui permettent d'encourager un peu l'initiative privée. Oui. Et ça, c'est consacré par notre cadre. Alors, vous écrivez à la page 279 le recours à l'appel d'offres comme principe de sélection. Quelle que puisse être la forme, l'appel d'offres dans le cadre d'une offre d'initiative privée. Et plus tard, vous écrivez plus loin, il garantit en outre la transparence de la procédure
de sélection et la préservation des ressources publiques. L'appel d'offres est la procédure de sélection la plus démocratique. Oui. L'appel d'offres est la procédure de sélection la plus transparente. L'appel d'offres est la procédure de sélection la plus équitable. Oui. Pourquoi? Parce qu'on fait un avis d'appel d'offres. On demande à tous ceux qui disposent des aptitudes, laissant croire qu'ils peuvent réaliser le projet, de venir participer à la procédure démocratique. Oui. Transparente. Oui. Tout est publié. Oui. On publie un avis d'appel d'offres. On publie l'attribution. On publie tout. Transparente, démocratique, équitable. Tous les opérateurs qui disposent des aptitudes, on ne peut pas leur empêcher la possibilité de venir participer. Vous êtes vraiment un partisan de l'appel d'offres. C'est parce qu'à mon avis, l'appel d'offres est la procédure qui permet de préserver au mieux. Oui. Au mieux. Maintenant, ça ne veut pas dire que les autres procédures sont des procédures bannies. Oui. Parce que nous aussi, vous savez, il faut tenir compte des spécificités et des circonstances. C'est pourquoi, si vous regardez l'acte 87 de notre décret, on a dit, il y a des hypothèses où on peut ne pas faire un appel d'offres. D'accord. On peut faire une entente directe. C'est là où aussi, à mon avis, il faut lever un autre biais psychologique. Pourtant, c'est souvent critiquer ces ententes Mais directes. justement, c'est ça le point. Je pense que c'est pas légal, c'est pas normal. Merci, c'est Sada. du favoritisme. Exactement, merci Sada. La procédure d'entente directe n'a rien de répréhensible. C'est une procédure régulière, prévue par le cadre, mais encadrée et assujettie à un certain nombre de conditions. Il faut juste que les conditions préalables soient remplies. Et on a posé des conditions. Si vous regardez l'article 87, 2 séries de conditions. Pour la première série, c'est la DCMP. Vous devez regarder si les conditions sont remplies, vous devez les justifier et demander l'autorisation à la DCMP, qui regarde pour vérifier si les conditions sont remplies. Et après, elle donne l'autorisation. Dans l'autre hypothèse, dans la deuxième série, c'est le comité interministériel qui donne l'autorisation. Donc, pour dire simplement que des fois, l'appel d'offres peut ne pas être opportun. Oui. Et s'il n'est pas opportun, pourquoi aller en entente directe? Pourquoi aller en appel d'offres? Donc, c'est la procédure de principe. Mais ce n'est pas la seule procédure. Il y a d'autres procédures dérogatoires, l'entente directe, le dialogue compétitif, qui est une procédure spécifique au PPP. Aussi. D'accord? L'appel d'offres restreint. Donc, c'est des procédures qui existent. Mais pour chaque procédure dérogatoire, il y a un certain nombre de conditions préalables qu'il faut remplir pour pouvoir maintenant emprunter ces procédures-là. Oui. J'ai envie, Dr Moustapha Diété, que vous nous parliez un peu de cette autoroute Dakar-Saint-Louis. L'autoroute Dakar-Saint-Louis qui est lancée sous mode PPP suite à une offre d'initiative privée portée par une entreprise chinoise. Alors, voilà. L'autoroute Dakar-Saint-Louis, aujourd'hui, on en est à l'exploitation. C'est l'exploitation qui est un PPP. Oui. C'est l'exploitation qu'on va confier à qu'on va confier. Aujourd'hui, pour Dakar-Saint-Louis, on n'a pas encore sélectionné l'opérateur. Ah oui? C'est le prolongement de l'autoroute qui a été confié à un opérateur et là, le contrat a été déjà signé. Oui. CRBC. Oui. Mais pour l'autoroute Dakar-Saint-Louis, on est en train de faire le rapport, on en est à l'étape de rapport d'évaluation préalable. Donc c'est là où on analyse. Oui. Parce que là, c'est ce que vous écrivez, la maîtrise de la solution technique des autoroutes et des prix correspondants fondés sur l'expérience acquise donne aux autorités sénégalaises les coups de franche pour une négociation directe permettant d'éviter une mise en concurrence ouverte qui ne ferait que retarder inutilement la réalisation d'un projet qui offre des avantages réels en termes de désenclavement d'une zone aux potentialités maraîchères énormes, les Niayes. C'est ça que j'ai voulu dire. Non, c'est ça. En fait, j'ai dit l'entente directe est peut-être utile. C'est-à-dire quand vous faites un projet que vous avez déjà réalisé, vous maîtrisez les coûts. Vous maîtrisez les coûts. Vous voulez aller rapidement. N'est-ce pas? L'appel d'offres peut ne pas vous apporter grand-chose. C'est pourquoi je dis quand on a une bonne maîtrise sur des projets qu'on a réalisés plusieurs fois, parce que l'appel d'offres, le sens de l'appel d'offres, c'est quoi? C'est de créer les conditions permettant de retenir l'offre qui est économiquement la plus avantageuse. Et quand on a réalisé plusieurs fois, il est facile de savoir quelle est l'offre économiquement la plus avantageuse. Donc quand on a une bonne expérience sur un domaine, des fois, il est possible peut-être de ne pas faire encore un appel d'offres qui serait de nature à retarder la procédure. Oui. Et là, nous allons... alors, les collectivités locales, quand même, à la recherche de moyens, peuvent-elles contracter des partenariats publics-privés? Alors, ça, c'est une grosse question également qui a été fortement débattue quand on préparait la loi. Oui. Certains considéraient que les collectivités territoriales, en raison de la faiblesse de leurs moyens, mais également en raison de leur personnel qui n'est pas toujours qualifié, il serait peut-être hasardeux de leur permettre de faire des PPP qui sont des contrats complexes et qui coûtent relativement cher. Alors c'est comme ça que la question a été présentée, ça a été débattu. Mais finalement,
on a fait le choix de leur laisser la possibilité de faire. Pourquoi? Parce qu'on a pu dire, mais finalement, toutes les collectivités territoriales ne se valent pas. Il y a certaines collectivités locales qui ont des budgets qui dépassent peut-être le budget d'un département ministériel. Suivez mon regard, je pense à la ville de Dakar. Donc, vous voyez un peu l'argument financier tenant à la faiblesse des moyens peut ne pas se justifier dans certains cas. Et l'autre argument, c'est-à-dire le manque de personnel qualifié, là également, dès lors que le législateur a prévu de mettre en place un organe d'experts dont le rôle est d'accompagner toutes les autorités contractantes, y compris les collectivités territoriales, donc l'argument tenant à un personnel qui n'est pas suffisamment qualifié, finalement tombe. Donc finalement, on a dit, oui, il faut leur laisser la possibilité de faire, et ça a été paramétré dans notre cadre. Maintenant, il y a des spécificités, parce que vous savez, les collectivités territoriales sont régies par ce qu'on appelle le principe de la libre administration des collectivités territoriales. Donc ce qui fait que certaines autorisations qui relèvent de la responsabilité du comité interministériel dans le montage des projets PPP, alors ces autorisations-là, on les a déléguées à l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Donc on a paramétré de manière à respecter les règles qui gouvernent la libre administration des collectivités territoriales. Oui, là nous approchons à la fin, mais quand même il y a une dernière question. Il en reste deux, mais elles sont brèves, disons. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que l'État a le droit, la possibilité de révoquer. Mais justement, quand on pense à l'actualité dans laquelle nous vivons, on sait que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a demandé que tous ces contrats soient visités. Alors, on est en pleine actualité de PPP, là. Oui, quand j'ai lu ce livre, j'ai dit oui, nous y sommes là. Oui, nous y sommes. Maintenant, il faut comprendre, le président, la mesure qui a été ordonnée, ça se comprend. C'est des autorités qui viennent de se mettre en place et qui cherchent à comprendre. Maintenant, je pense qu'elles ont ordonné un audit, une revue d'un certain nombre de contrats qui ont été récemment signés. Maintenant, à partir de ce moment, dépendamment des résultats de cet audit, je pense qu'on verra quelle est la meilleure solution par rapport à chaque contrat. Alors si par rapport au contrat, l'intérêt de l'État a été préservé et que la procédure a été respectée, pour moi, c'est des contrats peut-être qui seront maintenus. Et peut-être maintenant, si ces conditions ne sont pas remplies, peut-être le président, avec ses techniciens et ses experts, apprécieront quelle est la mesure la plus adéquate par rapport à chaque catégorie de contrat. Parce qu'il y a plusieurs projets qui vont être, par exemple, le projet de désalinisation de l'eau de mer. Il y a plusieurs projets qui sont... Oui, aujourd'hui au Sénégal, on commence à avoir beaucoup de projets PPP. Oui, le projet dont vous parlez, c'est le projet Aqua Power qui a été signé entre l'État du Sénégal et la SONES. C'est la deuxième usine de dessalement de l'eau de mer au Sénégal. L'objet est de garantir la disponibilité de l'eau potable à Dakar pour plusieurs années. C'est un projet structurant. Maintenant, je crois que la question maintenant, comme le président cherche à comprendre, c'est comment ça a été scellé, ce contrat, quelles sont les conditions qui ont présidé à sa signature, est-ce que l'intérêt de l'État a été préservé. Pour moi, je crois que c'est l'audit qui permettra de nous édifier sur ces questions-là. Alors, et puis, dernière question, Dr Moustapha Guité, est-ce qu'on peut dire que le partenariat public-privé est vraiment un outil fiable, efficace pour le développement des pays comme le nôtre? Et ça, c'est ma conviction. Je ne le dis pas parce que je suis un expert en PPP. Et je rappelle, vous ne l'avez pas dit dans votre émission, je suis magistrat de formation. Mais pour moi, aujourd'hui, les pays d'Afrique subsaharienne n'ont pas le choix. Parce qu'on a besoin de projets de grande envergure, pour la réalisation desquels le budget n'est pas suffisamment, n'est pas suffisant. Le budget ne dégage pas de disponibilité pour faire face à ces projets d'envergure. Donc le choix, on n'a pas le choix. Maintenant, toute la question et le défi, c'est quoi? C'est de faire de telle sorte que les contrats qu'on va signer dans le domaine des PPP soient des contrats suffisamment préparés, des contrats qui préservent au mieux l'intérêt de l'État. Mais pour moi, j'allais même dire que finalement les PPP sont devenus aujourd'hui un outil merveilleux pour les pays d'Afrique subsaharienne pour rattraper un gap en termes d'infrastructures à la fois sociales et économiques dans nos pays respectifs. Pour moi, les PPP, c'est la voie aujourd'hui qu'il faut ouvrir. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle Dr Moustapha Guité, expert en partenariat public-privé. Merci de nous avoir reçus, n'est-ce pas, pour parler donc de ces programmes spéciaux
et surtout sur la base de votre livre, les partenariats publics-privés au Sénégal entre logique de puissance publique et logique marchande. Merci encore une fois. Mais ça, c'est moi qui vous remercie et je vous félicite encore. Vous êtes une icône dans le paysage audiovisuel sénégalais et votre émission aujourd'hui, c'est une émission prestigieuse qui a vu passer de très grandes sommités. Donc ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous ce plateau. Je vous remercie. Merci de nous avoir fait comprendre qu'est-ce que c'est les partenariats publics-privés. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour notre numéro de l'entretien. Au revoir. asalaamaaleykum mbokki Sénégal yéen ñi tàmm seetaan programme 2STV